Bonsoir à toutes et à tous, donc Clément Nicolas, je suis archéologue au CNRS. Et donc ce soir, je vais vous parler d'une carte en pierre, hein, donc la dalle de Saint-Bellec. Donc nous avons tous une carte mentale de notre territoire, pour aller de chez soi à la boulangerie, pour aller de chez soi au travail, pour venir. On n'a pas besoin de carte. En fait, tout ce tracé-là, on l'a dans notre tête. Et il n'y a pas que nous, même les animaux, et même mes poules, qui le soir rentrent toutes seules d'elles-mêmes au poulailler. C'est bien qu'elles ont une carte mentale du jardin où elles évoluent jusqu'à leur poulailler. Ce savoir, ben, à la différence des poules, l'homme peut le transmettre. On peut le transmettre, nos cartes mentales, par l'écrit, par le dessin, par l'oral. C'est souvent, de manière traditionnelle, des contes, des chants qui vont raconter des parcours qui vont permettre de se repérer dans l'espace. D'un point de vue ethnographique aussi, c'est assez bien documenté en fait que dès l'enfance, et ici c'est un exemple pris de Charles Stepanov chez les éleveurs de rennes en Sibérie, que dès l'enfance en fait on est tout à fait capable, quand on est bien éduqué à l'environnement qui nous entoure, de reconnaître les plantes, la végétation, l'espace, et donc pouvoir tracer son territoire. Et donc il n'y a pas de raison pour laquelle ça ne pouvait pas être comme cela auparavant. Et donc la dalle de Saint-Bellec, c'est une grande dalle de schiste qui fait plus de 2 mètres de longueur, qui a été trouvée dans une tombe de l'âge du bronze en Bretagne, donc une tombe qui est datée d'il y a environ 1700 avant notre ère. Et donc cette dalle, elle est ornée d'une série de motifs. Donc on peut tout d'abord voir une série de motifs géométriques, donc des carrés, des cercles, des ovales. On peut voir également des cupules. Donc les cupules sont des points creusés dans la matière. Donc on va avoir des petites cupules, des grandes cupules, des cupules circulaires, des cupules ovalaires. Et donc on a une répétition de l'ensemble de ces motifs, formes géométriques, cupules. Et le tout est relié par un réseau de lignes. Donc on va pouvoir voir en haut à gauche, on va pouvoir voir des lignes en méandre, à la manière d'une rivière. On peut voir aussi d'autres réseaux de lignes qui forment des lignes ramifiées à la manière de cours d'eau. Et c'est l'interprétation qu'on a eue pour ce réseau de lignes, c'est qu'il puisse figurer le réseau hydrographique de la région où il a été trouvé. Donc on a notamment tout en haut l'Aulne qui marque profondément le territoire, l'espace, avec des profonds méandres. Et c'est bien cela que les hommes de l'âge du bronze ont figuré sur la dalle de Saint-Bellec. Et donc l'ensemble de ce réseau de lignes qu'on a pu identifier sur la dalle de Saint-Bellec pourrait tout à fait représenter le réseau hydrographique. Et pour s'assurer de cette interprétation, nous avons fait toute une série d'analyses statistiques, comparer en fait le réseau identifié sur la dalle de Saint-Bellec au réseau des rivières qu'on a localement. Et donc on a pu avoir des résultats de correspondance à environ 80% entre les motifs figurés sur la dalle et ce réseau hydrographique. Et cette correspondance autour de 80%, en fait, on l'a également pour des cartes ethnographiques, des cartes mentales récupérées par des ethnologues. Et on voit des correspondances autour de 70-80% qui montrent que l'homme est tout à fait capable de représenter son environnement de manière très ancienne et qu'on peut retrouver ce qu'il a figuré. Et alors, non seulement on aurait sur cette dalle de Saint-Bellec la figuration du réseau hydrographique, mais un de ces réseaux, donc la vallée de l'Odé et ses affluents, a même été figuré en 3 dimensions sur la dalle, parce que toute la partie centrale gauche de la dalle, en fait, a été travaillée en bas-relief pour figurer le relief environnant. Donc avec au nord les montagnes noires, au sud les collines de Quadri, et au centre, dans l'excavation, dans le creux creusé dans la pierre, on retrouve le cours de l'Odé. Alors, outre ces motifs répétés de formes géométriques, de cupules et ce probable réseau hydrographique figuré sur la dalle, on a un motif central, un peu en forme de patate, et qui se trouve au centre, et au centre d'un autre réseau de lignes qui pourrait éventuellement correspondre au réseau de chemins en fait, qui menait à ce motif central.
Donc, comme je vous le disais, la dalle de Saint-Bellec a été trouvée dans un tumulus, dans une tombe monumentale de l'âge du bronze en 1900, lors de fouilles faites par Paul du Châtelier, le grand archéologue finistérien de l'époque. Ce tumulus, nous l'avons réouvert en 2022-2023 pour plusieurs raisons. Pour dater plus précisément la dalle, mais aussi pour vérifier s'il ne manquait pas des pièces du puzzle. Parce que lorsque Paul du Châtelier trouve la dalle dans la tombe, en fait, elle est cassée, toute la partie supérieure est cassée. Il va retrouver certains des fragments, mais il nous manquait des fragments. Et certains de ces fragments, on les a retrouvés 120 ans plus tard, qui gisaient au fond de la tombe. Donc on a pu, grâce à cette fouille, compléter cette carte. Et on a aussi, grâce à cette fouille, trouvé des éléments du dépôt funéraire qui n'avaient pas été vus en 1900. Et notamment un poignard, alors très dégradé aujourd'hui, mais aussi des tessons de poterie et surtout 3 pointes de flèche en silex. Et ces pointes de flèche, elles sont très importantes. Et notamment, elle renvoie à toute une série de découvertes qu'on a en Basse-Bretagne à cette période-là. En fait, on connaît plusieurs dizaines de tumulus monumentaux qui font plusieurs dizaines de mètres de diamètre, plusieurs mètres de hauteur et qui contiennent tous un mobilier particulièrement luxueux, notamment une série de poignards et de haches en bronze à une époque où la métallurgie est tout juste débutante, et ces pointes de flèche en silex finement taillées, en fait, qui viennent signaler le statut de ces élites de l'âge du bronze ancien. Et ici, dans ce cas du tumulus de la Motta, qui a été fouillé dans les années 1930, à proximité, à 1 kilomètre de là, en fait, en 2010, l'INRAP a fouillé une vaste enceinte de l'âge du bronze ancien, contemporaine du tumulus. Donc on est entre 1900 et 1700 avant notre ère, et donc cette enceinte mesure près de 4 hectares. Et donc, ça pourrait être éventuellement le siège, la résidence de ces élites. Et le plan de cette enceinte, en fait, n'est pas sans nous rappeler le motif central de la dalle de Saint-Bellec. Et donc, cette dalle de Saint-Bellec pourrait non seulement être la carte de cette région de la Basse-Bretagne, mais pourrait être plus précisément, en fait, la carte d'un territoire, d'une entité politique, d'un royaume de l'âge du bronze, qui aurait été figuré pour mettre en scène en fait le pouvoir, mettre en scène l'autorité en fait sur ce territoire, et qui aurait ensuite été enterré dans la tombe de ce roi, enterré avec ses pointes de flèche dans cette tombe monumentale de Saint-Bellec. Alors maintenant où je vous parle, nous avons essentiellement décrypté ce réseau hydrographique, pu identifier certains de ces motifs avec des formes dans le paysage actuel. Et toute la suite des recherches que nous menons maintenant, notamment dans le cadre d'un projet de recherche qui débute juste cette année, est de rechercher en fait les motifs figurés sur la dalle, d'aller les rechercher dans le paysage grâce à des prospections géophysiques et grâce à l'utilisation du lidar HD de l'IGN, et ensuite d'aller sonder ces sites-là pour vérifier si ces sites-là repérés sur la carte ont bien une existence réelle et s'ils datent bien de l'âge du bronze ancien. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Bien, bonsoir. Donc, je suis géographe, je suis professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et membre du laboratoire Prodigue. Et ce soir, je vais vous parler du pouvoir des cartes, de leur force politique. Et ça enchaîne bien avec ce que vient de commencer mon collègue, puisqu'on a eu un exemple d'une carte qui a été utilisée, produite par le pouvoir de cette région de Bretagne. C'est une carte de puissant. Et donc ce soir, je vais vous parler, à partir de mes expériences de terrain en Amérique latine, d'une façon différente d'envisager le pouvoir des cartes, qui n'est pas celui auquel on est habitué. Donc en France, quand on parle des cartes et leur pouvoir politique aux gens qui ne sont pas géographes, il y a des choses qui vous viennent en tête. Vous avez principalement le dossier des cartes, l'émission d'Arte, où on va décrypter les enjeux politiques, géopolitiques du monde au travers des cartes. Et puis généralement, en France, on est très marqué par l'État central qui s'est construit, notamment en construisant la carte qui est un peu la base de notre propriété privée, qui est le cadastre. Or, ce que je vais vous présenter ce soir, c'est toute une série d'exemples quand on parcourt l'Amérique latine, mais ce que je vous raconte est applicable à bien d'autres régions, c'est comment est-ce que la cartographie peut être manipulée, peut être utilisée justement pour contrer le pouvoir des puissants, dans ce qu'on appelle de la contre-cartographie. Alors,
À qui servent les cartes? C'est la question que je vous pose ce soir. Et je vais prendre alors un échantillon qui est bien trop court pour pouvoir parler des usages de contre-cartographie. 5 exemples en Amérique latine d'usages un peu subversifs, un petit peu différents de la cartographie. Alors tout d'abord, je vais commencer avec une carte qui est classique, qui reflète un peu ce que je vous disais. La carte, historiquement, sert à construire le pouvoir des élites et notamment à construire le pouvoir de l'État. Donc derrière moi, vous avez ici une carte du cadastre de Buenos Aires, construit à la même époque que le cadastre français, le cadastre napoléonien entre 1830 et puis 1860. Et vous avez un État qui va se bâtir, qui va bâtir notamment le droit de propriété et bâtir le pouvoir des élites sur l'attribution de terres qui vont être gagnées en fait sur les Indiens, à la frontière indienne avec la Patagonie. Donc ça, c'est un usage très classique. Et juste, si vous pouvez voir l'image suivante, vous avez la façon dont on construit ce cadastre qui, pour nous, est un peu surprenante. Comment est-ce qu'on faisait? Vous aviez une grande propriété, 10 000, 20 000, 30 000 hectares. C'était des fermes moyennes de la Pampa argentine au 19e. Et vous embauchiez des arpenteurs, souvent européens, français dans ce cas-là, qui, avec des hommes à cheval, allaient marquer les différents angles de la propriété, viser avec le théodolite que vous avez ici au milieu, et arpenter le territoire. Donc le cadastre ici a permis d'avancer le savoir de l'État et de le stocker dans des bases de données papier, qui étaient les premières bases de données territoriales. Alors, qu'est-ce qui va se passer au XXe siècle? Vous allez avoir toute une série de personnages, politiques, connus, peu connus, qui vont commencer à utiliser la carte pour subvertir justement ce pouvoir classique des cartes. Et là, vous avez une carte très célèbre qui est produite par un artiste uruguayen en 1943, Joaquín Torres García, et qui produit cette carte qui est évidemment, vous le voyez tout de suite, j'espère, si vous avez des souvenirs de l'école, avec le continent sud-américain qui est inversé, avec la Patagonie qui se retrouve au nord, le Brésil qui se trouve en bas à gauche, on dit au sud-ouest en géographe, et donc qui va inverser cette carte-là. Donc aujourd'hui, on est souvent assez familier de ce type de représentation un peu subversive de la cartographie. On va subvertir la norme. La norme, c'est la convention qui fait que depuis tout petit, on vous explique que dans une carte, le nord va être en haut et le sud va être en bas. Mais à l'époque, 1943, c'est un véritable manifeste artistique que fait Joaquín Torres García, qui a eu tellement de succès qu'aujourd'hui, on le retrouve sur les t-shirts. Donc, en Amérique latine, vous avez Che Guevara pour moitié, et pour l'autre moitié, c'est les t-shirts de la carte de Joaquín Torres García. Et c'était quoi le titre de son manifeste? C'était « Notre Nord, c'est le Sud ». Donc, qu'est-ce qu'il voulait dire? Uruguay, un pays de peuplement européen, très influencé par la culture française, allemande, britannique. C'est l'époque où les artistes américains disent qu'il faut qu'on sorte de cette dépendance culturelle, il faut qu'on commence à voir l'Amérique latine depuis l'Amérique latine, avec des yeux différents. Et donc c'est par la carte qu'il a créé cette sorte de pamphlet artistique qui aujourd'hui a, comme je vous l'ai dit, beaucoup de succès. Alors, avec la carte suivante, juste, je vous montre un petit peu le succès de ce type de présentation. Aujourd'hui, beaucoup d'artistes, beaucoup de collectifs vont reprendre le profil de l'Amérique latine et ensuite vont le transformer de façon artistique et par la carte exprimer des revendications. Donc, à gauche, vous avez une main qui est souvent fréquente dans les mobilisations anti-néolibérales contre le néolibéralisme, notamment la décennie 1990. Vous avez à gauche une peinture murale où on va représenter là encore une fois, le profil de l'Amérique latine en bleu de façon très simple et mettre par devant la figure d'une autochtone. Donc là, c'est tous les mouvements qui vont revendiquer le souvenir, la mémoire du massacre des autochtones en Amérique latine et qui vont tenter de rappeler par ce type de production cartographique le fait que l'Amérique latine s'est bâtie sur un génocide, mais qu'aujourd'hui, il y a aussi une renaissance indienne qu'il s'agit de valoriser. Alors, le troisième type de carte qu'on voit apparaître dans les années 2000, c'est lié au numérique. Donc, pour vous, aujourd'hui, vous maniez des cartes tous les jours, vous vivez à travers des cartes. Pour venir ici, un certain nombre d'entre vous ont peut-être mis leur application Google Maps. Eh bien, en fait, ce type de cartes qui sont créées, mobilisées, utilisées par les GAFAM sont souvent vues comme des cartes potentiellement dangereuses. Les GAFAM, au travers de ces cartes, vont collecter des informations sur nous-mêmes. Mais vous avez, un petit peu comme le judoka, des gens qui vont subvertir la force de ces cartes numériques pour produire des cartes qu'on va appeler des cartes contributives, des cartes participatives, où des citoyens vont se mobiliser pour, à travers la carte, réussir à obtenir un but politique. Donc ici, on est à Rio. Et donc cette plateforme s'appelle Feu Croisé, puisque vous avez à Rio beaucoup de tirs entre différentes factions de malfrats, mais aussi beaucoup de tirs de la police vis-à-vis de la population dans les quartiers populaires, dans les favelas. Et donc l'application
qu'on pourrait revoir d'ailleurs, que j'ai présenté précédemment. C'est une application où chaque personne qui est témoin d'un échange de tirs va localiser l'endroit, va tenter de qualifier rapidement sur l'application qu'est-ce qu'elle est en train de voir, de façon à ce que les habitants qui ont l'application puissent être avertis et évitent d'aller se déplacer à cet endroit-là. Donc ce type de carte aujourd'hui, c'est de plus en plus fréquent. Là, c'est un cas qui est assez dramatique, mais on voit beaucoup de ce type de cartes collaboratives sur les questions d'environnement. Beaucoup de gens qui participent à des ONG, des associations naturalistes, créent la propre carte de l'association qui leur permet de défendre leur point de vue ou d'échanger entre eux, par exemple, sur la protection d'une espèce. Avant-dernière carte que je vous présente, la cartographie utilisée de façon un peu subversive, c'est aussi la cartographie qui va permettre de se remémorer des choses qui ont disparu. Et notamment en Amérique latine, la carte est beaucoup utilisée pour remémorer la période des dictatures. La dernière vague de dictature en Amérique latine, c'est les années 70, 60-70, donc des coups d'État fortement aidés par la CIA, avec répression, mise en prison des opposants politiques, torture, extermination de certaines catégories de la population. Et dans ce cadre-là, beaucoup de personnes sont parties en exil et ont tenté de raconter au monde entier ce qui se passait, mais très souvent, il n'y avait que leurs paroles qui faisaient foi, ce qui était déjà très important. Certaines personnes ont utilisé la carte pour justement protester dans les arènes internationales et dénoncer les dictatures. Donc là, la personne que vous voyez derrière moi, c'est un architecte, Miguel Lohner, donc là, vers la fin de sa vie, qui montre du doigt une carte qui lui a permis en fait de dénoncer l'existence de camps de concentration sous le Chili de Pinochet. Donc, le Chili, 1973, coup d'État à Santiago du Chili. Une grande partie de l'intelligentsia du gouvernement en place a été emprisonnée. Certains ont été torturés, certains ont été exécutés. Mais une partie d'entre eux, et c'est l'image suivante, ont été placés dans un camp de concentration dans le sud de la Patagonie, donc sur une île qui s'appelle l'île Dawson. Et donc ce camp de concentration, avec donc des baraquements, tout ce qu'on connaît de ce qui arrivait en Europe durant la Seconde Guerre mondiale, dans ce baraquement étaient emprisonnés les ministres du gouvernement, des personnes plutôt importantes. Et Miguel Lohner, qui était architecte, a été lui aussi emprisonné parce qu'il était ministre de l'urbanisme. Qu'est-ce qui s'est passé ? Très rapidement, après le coup d'État, le bruit que le Chili torturait ses opposants est parvenu dans le monde entier. Et l'ONU a envoyé des observateurs dans le pays, dans les prisons. Et là, la dictature de Pinochet a tenté de maquiller ses crimes. Donc pour maquiller ses crimes, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait réhabiller correctement les prisonniers, les nourrir un petit peu plus, mais aussi effacer les traces du camp. Et donc ce camp que vous avez ici derrière vous a été complètement effacé, complètement rasé, de façon à ce qu'il n'y ait plus de traces. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? C'est la carte suivante qui nous le montre. Quand Miguel Lohner est sorti du camp, de mémoire, il a retracé quasiment centimètre par centimètre, le camp dans lequel il avait été interné. Pourquoi ? Parce qu'il avait une mémoire, alors c'est un architecte déjà, mais il avait une mémoire corporelle, c'est un peu ce que disait mon prédécesseur, une carte à la fois mentale, mais aussi une carte qui était liée au fait de parcourir tous les jours le camp. Il avait mémorisé tous les espaces, les baraquements, les distances, qui habitait à quel endroit. Il a aussi produit une autre carte que je n'ai pas ici, qui est très intéressante, où il avait cartographié lit par lit, le lieu où dormait chaque personne internée dans le camp. Et donc cette carte-là, qui est une carte quelque part qui permet de remémorer et de démontrer l'existence d'un camp de concentration qui aujourd'hui n'est plus dans le paysage, c'est un usage important des cartes. Alors je vais finir avec la dernière carte, alors qui n'est pas une carte mais qui est l'affiche d'un film que je vous conseille chaudement pour ceux qui veulent découvrir un peu le Brésil. C'est un film assez ancien, Bacurau, qui est le nom d'un village dans le nord-est brésilien. Donc le nord-est brésilien, c'est un petit peu, je dirais, en France, nos zones rurales très isolées. C'est un peu le territoire qui est en marge du développement du pays, qui est un peu oublié des politiques. Et donc ce film va en fait raconter l'histoire d'une communauté rurale de ce village-là, qui va être en prise à une attaque très violente. Je ne vous raconte pas la suite, je ne vais pas vous divulgacher le film. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce film, la carte joue un rôle capital dans l'intrigue. Donc le film commence, on est dans le village, et le matin, l'instituteur sort les enfants de sa classe. Et aujourd'hui, c'est cartographie dans le village. Et donc ils sont dans le village, ils ont une connexion Internet qui n'est pas très bonne, mais qui fonctionne quand même. Et on va connecter l'ordinateur, et l'instituteur va demander aux élèves de chercher Bacurau sur Google Maps, donc de taper le nom. Et le village a disparu. Donc sur cette carte-là, tout d'un coup, le village a disparu de la carte. Donc vous voyez comment est-ce qu'à travers cette métaphore en fait, cartographique, qu'est-ce que ça veut dire le fait de disparaître de la carte ? On n'est plus relié à l'État, on n'est plus relié aux politiques publiques, on est un peu les oubliés du territoire.
Et donc, c'est le début de l'intrigue qui va lancer ce film-là. Voilà, donc en conclusion, pour revenir à qui servent les cartes, eh bien aujourd'hui, l'idée un peu de ma conférence ce soir, c'était d'attirer votre attention sur le fait que la cartographie, c'est plus du tout aujourd'hui uniquement l'apanage des puissants. Tout un chacun peut produire des cartes assez vite, les outils sont facilement assimilables, mais surtout, dès que vous observez autour de vous et que vous sortez aussi de France également, vous avez une myriade de nouveaux acteurs sociaux, de personnes, de groupes qui vont produire des cartes à des fins très différentes. Et donc je finirai avec l'image que vous avez derrière moi. Vous avez reconnu à la fois le drone. Donc le drone, c'est un petit peu l'outil ultra technologique qui est approprié de plus en plus par les communautés autochtones sud-américaines pour cartographier leur propre territoire et se défendre aussi des invasions. Voilà, je vous remercie. Bonsoir, donc je suis Vincent Robert, je suis enseignant-chercheur à l'IPSA et chercheur attaché au laboratoire Temps-Espace de l'Observatoire de Paris, donc je suis voisin derrière la forêt par là-bas. Donc pour commencer en guise d'introduction, on est sur un type de carte aussi, les cartes de l'univers, les cartes du ciel ou autres, mais on n'est pas dans le même principe que les cartes au sol. Donc je vais essayer de vous faire voyager un petit peu au-delà de la Terre, dans le sens où aussi c'est un peu plus compliqué parce que on ne peut pas cartographier là où on va, on ne peut pas cartographier là d'où l'on vient, et on ne peut pas cartographier là où on a envie d'aller. Donc c'est un peu compliqué. On est sur le dessin, on est sur pas mal de choses. Et pour commencer, une fresque bien connue, une fresque de Raphaël au Vatican, donc l'école d'Athènes, avec ici rassemblées sur cette fresque les figures majeures de l'Antiquité. Je vous laisse juste 10 secondes parce qu'en fait, dedans, vous avez une allégorie astronomique. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a beaucoup qui l'ont vu. En fait, si vous regardez en bas à droite, vous avez deux personnages qui tiennent chacun une sorte de ballon. Et si on fait un zoom sur ces ballons, en fait, vous avez Aristarque de Samos qui tient dans sa main une sphère céleste et il fait face à Ptolémée qui lui tient une sphère alors qui ressemble à la Terre, mais en fait c'est une sphère géocentrique. Et ici vous avez deux pensées qui s'opposent parce que vous avez Aristarque de Samos qui lui tient une sphère céleste. On a un ciel noir, on a des points blancs qui sont en fait les étoiles, ce qu'on appelait la sphère des fixes. Et vous avez Ptolémée qui lui fait face et qui dit non, on est dans un repère géocentrique, la Terre est au centre de l'univers et on a des phénomènes d'épicycle quand on regarde les astres ou autres. Donc en fait, avant de mesurer l'univers, on l'a projeté. On l'a projeté sous forme de sphère, c'est ce qu'on appelle la sphère céleste, parce qu'en fait, si aujourd'hui vous allez, alors bon, pas ce soir, mais si vous allez observer les étoiles, vous avez une sorte de voûte céleste tout autour de vous. Vous êtes le centre, d'accord ? Et en fait, vous êtes au centre d'une sphère. Toutes les étoiles, toutes les galaxies, tout ce que vous pouvez voir est autour de vous sur une sphère. C'est ce qu'on appelle la sphère céleste. Et en astronomie, c'est ce qu'on utilise pour se positionner, c'est ce qu'on utilise pour cartographier l'espace, pour cartographier l'univers. On n'a pas d'autre choix. On n'a pas de notion de distance. C'est pour ça qu'on voit vraiment tous les objets autour de soi. Quand on est au sol, quand on fait une carte routière ou autre, on peut travailler en longueur, on peut travailler en largeur, on peut travailler en hauteur. On est sur 3 dimensions. Quand on fait une carte de l'espace, on n'a pas de 3e dimension dès lors qu'on n'a pas la distance. Donc c'est pour ça qu'on utilise tout un modèle sphérique. Donc avant de pouvoir faire de la mesure, on a projeté cette sphère sur un plan, et donc vous avez les fameuses cartes antiques qui montrent justement, alors là on était dans le figuratif, avec les constellations dessinées, donc là on est dans le repère culturel, on n'est pas encore dans le repère, on va dire, physique en soi, et on a essayé d'aller un peu plus loin sur les cartes type à droite, où là, on essayait justement de passer au-delà du figuratif pour pouvoir commencer à mesurer de la position et autres. Alors, la problématique qu'il y a eu à l'époque, donc on est avant le XXe siècle, c'est surtout comment projeter une sphère sur un plan. Je sais que ce soit sur Terre, on a aussi le même problème. Quand vous voyez tous les différents planisphères qui existent, par exemple, pour représenter notre monde, on est tout à fait dans la même problématique. Donc, il y a quand même pas mal d'analogies.
Et à partir du XXe siècle, on a ajouté dans ces cartes figuratives, dans ces premières bases de mesure, on a ajouté deux choses importantes que sont la distance et le temps. Là, vous avez à gauche ce qu'on appelle un deep sky, donc une photographie prise par Hubble, d'accord, où en fait la majeure partie des objets que vous voyez, ce ne sont plus des étoiles, ce sont des galaxies, on est dans l'extragalactique. Et là, à droite, vous avez une carte qui, elle, est utilisée pour montrer comment les objets lointains s'éloignent de nous. On est dans l'expansion de l'univers, on est dans plein de choses. Là, en fait, quand on regarde ces deux plans, on est dans le spatio-temporel. C'est-à-dire que maintenant, plus on regarde loin, plus on regarde dans le passé, parce qu'en fait, les objets les plus lointains sont les objets qui sont les plus anciens. Donc on a mis ce facteur temps ici. La distance est liée bien évidemment au trajet de la lumière. Et cartographier, maintenant, ça revient à empiler des époques. Donc c'est un peu, il faut réussir à se le figurer quand même. C'est un peu compliqué dit comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que pour pouvoir faire ces cartes, on a besoin d'observations. Et donc on accumule des observations avec différents instruments. Personnellement, moi, je travaille sur des observations sur plaques photographiques. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Alors, je ne vous vois pas toutes et tous, mais je pense qu'on est à peu près dans les mêmes catégories d'âge qui avons connu les... Oh, merci. On a tous connu les pellicules argentiques. Vous vous souvenez des appareils photo, vous mettiez la pellicule, etc. Il fallait amener à développer. Alors là, on comptait les poses, hein. On ne prenait pas les photos des pieds, nos doigts, enfin, on ne faisait pas de selfie. Bref. En astronomie, on avait aussi des pellicules. C'est-à-dire que dès que la photographie a été inventée, donc à la fin des années 1890, les astronomes ont pris le parti de sauvegarder leurs observations pour le futur. Alors, on ne travaillait pas sur des films à proprement parler, les rouleaux Kodak qu'on connaissait, c'était des plaques photographiques avec une émulsion photosensible. On mettait ça au foyer du télescope, on ouvrait l'obturateur, vous aviez les rayons lumineux qui venaient noircir les plaques, et on sortait nos plaques de verre, donc il y en a de différents formats, les plus grandes font 35 cm par 35, et la journée, on analysait les positions, voilà, avec une loupe, avec un microscope, quelque chose. Et aujourd'hui, personnellement, moi, j'utilise ces anciennes photographies, donc j'en ai qui datent de 1893, par exemple. Il faudra venir voir, je suis à 2 km. Et j'utilise ces plaques photographiques pour participer à recartographier le ciel dans le passé, ce qui nous amène aussi à faire des prédictions sur l'avenir, sur le futur. Donc voilà un peu pour ces cartes-là. Et on a encore franchi un pas, si on peut zapper, avec maintenant l'introduction de l'invisible dans les cartes. Alors vous allez me dire, mais bon, comment on peut introduire l'invisible dans les cartes notamment en introduisant la matière noire. Alors je ne sais pas si ça parle à beaucoup, la matière noire. Alors on a une définition qui est bien simple pour la matière noire, c'est ce qu'on appelle de la matière non baryonique. Alors, ça ne veut rien dire. Alors un baryon, c'est quoi? C'est un électron, un proton, un neutron. Donc la matière noire, c'est de la matière non baryonique. C'est de la matière qu'on ne connaît pas. D'accord? C'est comme ça qu'on le définit. C'est très simple dit comme ça. Mais là, on passe sur le modèle. On passe sur le modèle. Ça ressemble plus à des cartes. Même si on dit toujours que ce sont des cartes, ce sont des modèles, ça dépend des algorithmes, ça dépend de ce que vous mettez dedans, ça dépend de la physique, ça dépend de vos hypothèses, ça dépend de plein de choses. Et donc si on regarde, on s'éloigne un petit peu de la Terre. Ici, vous avez à gauche ce qu'on appelle les superamas locaux, et à droite, la Niakea. J'ai réussi à le dire sans bafouiller. Aujourd'hui, vous êtes sur Terre. Si vous dézoomez, vous êtes dans une galaxie qui s'appelle la Voie lactée. Si vous dézoomez encore, vous êtes dans un groupement local de galaxies. Vous avez la Voie lactée, vous avez la galaxie d'Andromède, vous avez la galaxie du Triangle, vous avez des amas, ce qu'on appelle notre amas local. Si vous dézoomez encore, on fait partie d'un plus grand amas de galaxies. Si vous dézoomez encore, on fait partie d'un super amas de galaxies qu'on appelle le super amas de la Vierge. Si vous dézoomez encore, vous avez les autres super amas locaux qui apparaissent. Et à la fin des années 80-90,
on a un astrophysicien qui a dit « Ah, il y a le super amas de la Vierge, dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui semble être en connexion avec le super amas de l'Hydre qui est à côté. » Okay. Donc on a fait pas mal de recherches, et finalement, en introduisant de l'invisible dans les cartes, donc de la matière noire, principalement, en mettant aussi l'expansion de l'univers, en mettant pas mal de choses, on s'est rendu compte qu'on avait des structures énormes, macroscopiques, avec des échanges de matière et avec des connexions tout bonnement gigantesques. Tout bonnement gigantesque. Donc en fait, quand on va dézoomer le super amas, on se retrouve avec une structure, ici l'Aniakea, d'accord, qui est encore dézoomé. Alors, il faut réussir à se le figurer. Hein. Vous êtes dans un petit point blanc au bout de la tige du bas qui est à gauche. Je ne sais pas si je m'exprime très bien, mais voilà, vous êtes là-dedans. Et si on dézoome encore, alors là, je vais essayer de vous retourner le cerveau, si je peux dire. Si on dézoome encore une fois, un des derniers résultats du consortium Virgo, qui vous montre ici une structure de notre univers. Je vous laisse absorber. Je vous en rajoute une autre, je rezoome un peu. Donc on zoome. Donc là, on est sur des échelles galactiques. Hein. On est à 125. Avant, on était à 500 mégaparsecs. Un parsec, c'est un petit peu plus de 3 années-lumière. Donc là, on est sur des échelles. Je veux dire, l'humain a du mal à se le figurer si on n'est pas tous les jours dedans. Chaque petit point, globalement, représente soit un amas de galaxies, soit un super amas. D'accord ? Et si on zoome encore une dernière fois, voilà ce qu'on arrive. Voilà là où on arrive. Donc en fait, alors là je pose des questions parce que je vous dis, on est dans le modèle, on est dans l'hypothèse, on est dans une cartographie aujourd'hui qui est un résultat scientifique, qui est un résultat de recherche. On peut très bien se tromper, d'accord ? Il faut juste, voilà, on changera d'hypothèse. Ça ressemble à une structure familière quand même. Non. Ça ressemble à une structure familière. Alors, pourquoi anthropomorphisme ? Parce que on voit ça avec nos yeux d'humain aujourd'hui, d'accord ? Donc, effectivement, on a toujours le biais de se dire, mais c'est quelque chose qu'on connaît. Question d'échelle, parce qu'évidemment, nous, à notre place, on est tellement petits, tout ça est tellement gigantesque. On n'est pas impacté de la même manière qu'au niveau atomique. Vous ne pouvez pas attraper un électron et le sortir avec vos doigts. Enfin, je veux dire, on est à des différences d'échelle qui sont pas qu'on ne peut pas ressentir, qu'on ne peut pas s'approprier. Est-ce que ça remet en question notre définition de la vie ? En astronomie, on se pose beaucoup cette question parce que, au fur et à mesure des découvertes, on n'arrive pas à définir ce qu'est la vie. Est-ce que c'est un atome ? Est-ce que c'est un groupement d'atomes ? Est-ce que c'est un système solaire ? Est-ce que c'est une galaxie ? Est-ce que c'est un amas plus grand ? On ne sait pas. Voilà. Donc j'en arrive à ma conclusion pour terminer là-dessus. Les cartes voilà, de l'univers aujourd'hui, si on fait le bilan, eh bien, les premières nous servaient à dire où nous étions, où on est. D'accord ? On est dans le système solaire. Voilà comment ça interagit. La version intermédiaire servait à dire où nous pensions être. D'accord ? Où justement on était dans un bras périphérique de la galaxie de la Voie lactée. On a la galaxie d'Andromède qui arrive sur nous, très bien. Et les derniers modèles, peut-être, vont nous aider à dire où est-ce qu'on va. D'accord ? Et donc, toute carte aujourd'hui est une théorie. Et je terminerai là-dessus et je vous remercie pour votre attention.